Alors, bonjour, re-bienvenue à ce webinaire. Et voilà, j'arrive, je m'appelle Richard Chagnon. Je vais m'emmener dans le temps. Il y a eu un peu d'espace comme ça, on a pu oublier. Alors, en tout cas, c'est pas pour vous, je le fais un peu pour moi. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver. Euh, avec ce deuxième bloc dans le webinaire sur l'intervention téléphonique auprès des personnes en situation de crise. Alors, aujourd'hui, c'est sûr, on va parler d'attitude et de stratégie, mais je voudrais revenir sur le premier bloc un peu. Question de revoir un peu les éléments essentiels parce que dans certains, ça fera déjà quelques jours que vous aurez déjà écouté le premier bloc. Pour d'autres, vous les aurez écoutés un derrière l'autre, ce qui n'est pas méchant non plus de se rappeler certaines notions. Okay? Alors donc, on a parlé beaucoup dans le premier bloc de la notion de crise. Hein? La crise qui survient lorsqu'une personne est envahie émotivement par une situation et surtout par le fait qu'elle tente des stratégies qui habituellement fonctionnaient et que là ne fonctionnent plus. Et ça, ce sentiment-là, il s'installe vraiment l'impression d'être désorganisé. Et la personne l'est vraiment désorganisée autant dans sa façon de faire que de sa façon de penser. Et donc, elle va tenter des stratégies, mais l'aspect émotionnel tellement présent fait en sorte que ça amène un filtre sur la réalité. Et donc, l'analyse qu'elle en fait, puis les moyens qu'elle met en place, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on a dit, il ne faudrait pas oublier que ces personnes-là ont déjà tenté à nombre fois des stratégies et que ces stratégies-là n'ont pas donné le résultat escompté avant qu'elles se présentent chez nous, okay? Qu'elles nous appellent. On a vu également que le but de l'intervention, c'était de faire en sorte qu'on revienne à l'état d'équilibre antérieurement avant la crise. Donc, comment ça fonctionnait avant que cette crise-là éclate. On a parlé également que le sentiment, le fait de vivre une crise pouvait, chez certaines personnes, chez bon nombre de gens, je devrais dire, susciter ce qu'on va appeler un sentiment d'urgence. Okay? Alors, ce sentiment d'urgence-là, ça se traduit par la nécessité d'avoir de l'aide de quelqu'un d'autre pour sortir ou passer à travers cette période-là. Et ça peut être un conjoint, ça peut être des amis et ça peut être des gens comme vous et moi qui sont des intervenants auprès de ces personnes-là. On a également dit que ce sentiment d'urgence-là, l'objectif, c'était d'abord et avant tout de l'apaiser. Et une fois qu'il était apaisé, là, on pouvait à ce moment-là travailler sur ce qui avait fait émerger la crise. Il y avait aussi que je voulais vous dire, c'est que, oui, c'est important lorsqu'on accueille les gens en situation d'urgence et qu'ils ventilent leurs émotions, qu'ils font part un peu de leur désarroi, de leur impuissance, d'accueillir cela, mais de garder quand même un niveau d'inconfort afin que ces personnes-là restent mobilisées dans l'implantation de stratégies pour sortir de cette crise-là. Alors, donc ça, c'est un défi important qu'on se rappelle. Ensuite de ça, on a parlé également qu'on utilisait le modèle de Vichy, le modèle avec des marches qui, pour nous aider à guider notre intervention. Alors, on reprend le modèle ici rapidement. On se souvient, là, on le voit avec les marches.
et on avait dit qu'on l'avait adapté un peu à l'intervention en contexte de crise, ce modèle-là. Et on parlait donc de l'accueil, hein, l'accueil qu'on faisait auprès des gens dans un but rapide de créer un premier lien de communication. Ensuite de ça, on parlait de cette de décharge émotive et l'importance de l'écoute bienveillante auprès de nos familles, de nos parents, pour favoriser, hein, cette décharge émotionnelle-là, afin qu'on puisse tranquillement voir des éléments plus concrets sur lesquels on va pouvoir agir. Ensuite de ça, on parlait de l'exploration de la crise, donc de faire un peu le tour et de ce qui pouvait faire émerger, donc l'élément déclencheur, les stratégies adaptatives qui ne fonctionnent plus, qui fonctionnaient, celles qui continuent de fonctionner, qui sont encore là, sur lesquelles on va mettre de l'accent, je te pour dire capitaliser, hein, notre intervention. Alors, donc, et bien important, on va partir de ce que la personne souhaite travailler. Okay? Bien qu'il y a des fois, on a l'impression qu'il faudra peut-être travailler sur la gestion, la routine de la maison, mais le parent veut vraiment travailler la gestion des émotions. Donc, on va partir de ce qu'ils veulent bien travailler, hein, parce que c'est ça qui est notre moteur, notre lien. On se rappelle aussi que on guide, on les accompagne, ces gens-là, c'est notre mandat, à leur rythme, et on ne fait pas de prise en charge. Alors, quand je parle de prise en charge, là, ces personnes-là, quand ils nous appellent, ils ont une estime de soi, là, hein? Et boy, c'est gros comme ça. Et ils se sentent incompétents. Alors, donc, quand ils nous appellent, on dit, ben, écoute, on va te prendre en charge. Ben, en faisant une prise en charge de la personne, on lui transmet un peu, hein, ce sentiment d'incompétence-là. Alors, bien sûr, à moins que la situation soit d'une situation de dangerosité grave et immédiate pour elle ou pour les autres, à ce moment-là, oui, on va faire une prise en charge, mais sinon, on va l'amener tranquillement à s'impliquer. OK? Alors, donc, on parlait tantôt d'identification des capacités adaptatives et la question du plan d'action. Donc, dans le plan d'action, pour guider la personne, ça va être nos actions à nous, mais elle devra aussi implanter des actions dans son milieu à partir, donc, étape par étape de l'objectif qu'on va s'être donné. Ça me fait un peu penser quand je pense à l'analogie du casse-tête. Okay? Alors, des fois, on va approcher la personne en disant, ben, écoute, je veux faire un casse-tête. Et on sait très bien qu'habituellement, un casse-tête, quand on commence à faire le tour, ça va mieux. Ça élimine plusieurs petits morceaux de casse-tête. Et après ça, bien, on est capable de se centrer sur différents aspects à l'intérieur du casse-tête. Mais moi, j'ai un client, je lui demande par où tu as le goût de commencer. Puis là, elle me montre que son casse-tête, elle a le goût de commencer avec les casse-têtes où il y a de l'écriture parce qu'elle a l'impression que ça va aller plus vite. Alors, donc, ce que je fais, je pars d'elle, je pars avec elle de ce qu'elle veut faire et tranquillement, OK, on va l'accompagner, on va la suivre. Donc, tantôt, on disait dans notre modèle ici, le plan d'action. Et ensuite, avec le plan d'action, il y avait les suivis. Donc, on va suivre notre personne à travers ses activités et à un moment donné, bien, peut-être qu'elle arrivera au constat que ce qu'elle pensait faire, ce qu'elle voulait faire, ça ne fonctionne pas. Alors là, c'est pas le temps d'aller dire ouais, ben écoute, je te l'avais dit, je te l'ai pas dit, mais si tu me l'avais demandé, hein. Alors, donc, ce n'est pas nécessairement là, l'attitude à avoir avec eux.
On va essayer plutôt de l'amener à apprendre notre stratégie, notre façon de faire, lui proposer, en disant, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par le tour du casse-tête? Puis moi, j'ai entendu dire que souvent, il y avait des gens qui commençaient comme ça. Et là, ben, la personne va s'approprier cette démarche-là. Et une fois qu'elle va avoir complété une première étape, le tour du casse-tête, on va réévaluer la situation. En intervention de crise, il faut constamment réévaluer. Pourquoi? Parce que le contexte change vite et le fait déjà d'avoir complété une première étape, eh bien, ça apaise, ça donne des ailes à nos gens et le goût encore, ça crée de l'espoir. Donc, il y a moins de détresse. Il faut vraiment réévaluer. Donc, on réévalue avec nos questions qu'on avait au début. Comment tu te sens maintenant là, d'avoir complété cette première étape-là? Euh, puis, comment tu vas maintenant? Donc, on regarde et on va réexplorer un peu comment tout le contexte va. Et après ça, bien, on lui dit peut-être que je reviens avec mon analogie de casse-tête. On dit ben écoute, mais c'est le fun parce que là, j'ai un cadre, je sais où aller. Finalement, ça a pris plusieurs des petits morceaux, effectivement. Et il m'en reste juste 6 à placer. C'est une affaire de rien, hein? Puis on va s'en sortir. Fait qu'elle place 6 morceaux, puis là, ben, on le regarde. Et quand on regarde ça, hein, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est marqué la puissance d'une équipe. Bien, c'est ça. En intervention de crise, il faut faire équipe avec nos familles. Il faut faire équipe avec la personne qu'on a au téléphone. Euh, Puis, un dernier point, c'est bien sûr dans les suivis, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faut que les suivis soient planifiés pour qu'ils sachent quand il va se produire, qu'est-ce qu'on va aller faire, qu'est-ce qu'on va aller vérifier. Les suivis sont là pour évaluer la progression, hein, les acquis qui sont faits et idéalement, on va décortiquer les tâches en petits défis afin de leur faire vivre des succès. Donc, une approche beaucoup plus positive. Je pense que ça vous parle également. Alors, il me reste un point important avant d'aborder le deuxième bloc à discuter avec vous et de revenir également sur le fait que, je dirais, l'intervention téléphonique, là, c'est différent de ce que vous êtes habitué. Hein? C'est différent de ce que vous êtes habitué de vivre. C'est plus distant de l'intervention de proximité auquel vous êtes habitué. Pour plusieurs, vous avez perdu certains points de repère. Et là, vous vous sentez un peu en déséquilibre. Pas en crise, mais en déséquilibre. Alors, donc, on se retrouve en situation de handicap, finalement. Hein? Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'optimiser votre participation à l'intervention. C'est pour ça que ces capsules-là sont réalisées pour vous donner des nouveaux points de repère, pour également, je dirais, vous être réconfortant dans une certaine mesure, parce que vous êtes des spécialistes de l'intervention, vous avez de l'expérience, vous savez comment faire les choses. Là, il y a un petit contexte qui est différent, mais il y a beaucoup de choses que vous faites et la question que vous posez, mais c'est correct de faire ça comme ça? T'sais? Alors, les capsules devraient aussi vous rassurer et être réconfortantes dans ce sens. Alors, et là, bien, on va sur ça accorder du temps et prendre du temps dans cette deuxième capsule sur ce que moi je vais appeler les attitudes et les stratégies liées avec ces attitudes. Alors, donc, je vais partager mon écran, ce ne sera pas là. Alors, attitudes et comportements souhaités. Eh bien, la première que je veux voir avec vous, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez bien. C'est l'attitude, la bienveillance. En relation d'aide, on parle beaucoup d'empathie, mais
à regarder et à m'intéresser à ce que vous faites dans les organismes communautaires, eh bien, j'ai beaucoup apprécié toute la bienveillance dans les interventions. La bienveillance, c'est, je dirais, la disposition favorable envers quelqu'un. C'est tout un état d'être. C'est de se montrer disponible, totalement disponible quand on est avec cette personne. C'est beaucoup d'altruisme, hein, penser à l'autre. Euh, dans une approche de proximité, c'est beaucoup aussi de convivialité. C'est de l'empathie, d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, d'avoir beaucoup de gentillesse, d'humanité dans nos interventions. Ce sont des belles valeurs. Hein? La bienveillance est une belle attitude, c'est une belle valeur à transmettre à travers nos interventions. Quand on est bienveillant, on a de la tolérance, on a de la compréhension, de la douceur, on est humain dans notre approche. On n'est surtout pas discriminant, peu importe. On a cet accueil-là, cette ouverture-là. Avez-vous remarqué toutes les belles qualités, les belles attitudes reliées à la bienveillance? Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucune de ces attitudes-là qu'on ne peut pas avoir au téléphone? Alors, je voulais juste vous faire prendre conscience qu'à la fois, on est dans un contexte différent, mais pas si différent que ça, finalement. Je veux vous parler également de faire attention. De faire attention aux pièges de la bienveillance. Hein. Donc, dans les pièges de la bienveillance, il y a la compassion. La compassion, c'est être porté à prendre sur ses épaules ce que l'autre vit. Okay. C'est de devenir un peu complaisant et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on évite de mettre l'autre en action parce qu'on est toujours en train de comprendre et d'expliquer la situation de l'autre. On peut même développer de la sympathie, de l'attendrissement. Alors, ce sont des pièges. Un autre piège quand on est dans la bienveillance, c'est de l'oubli de soi. On fait le don de soi, mais on oublie le soi. Et là, ben, quand on s'oublie, eh bien, on perd nos points de repère de jusqu'où on doit aller dans notre intervention auprès des gens. Alors, comment savoir comment on tombe dans ces pièges-là? Bien, c'est quand on commence à sentir que dans notre analyse, il commence à avoir beaucoup plus d'émotions que de faits, finalement. Qu'on commence à vibrer un peu la même chose que notre client, que notre parent, que notre famille. Que on commence à hésiter dans certaines stratégies, qu'on commence à avoir de la misère à prendre une distance par rapport à ce que nos familles vivent. On a... donc, qu'est-ce que je m'étais mis aussi comme note par rapport à ça? Ah oui, c'est ça. C'est que de tout ça, il y a un risque important, c'est qu'on développe de la fatigue de compassion ou même le trauma vicariant. Alors, comment on évite tout ça? Un, restez centré sur la mission de votre organisme. Deux, restez centré sur les objectifs de l'intervention. Apaiser si on est en état d'urgence, solution, résolution de problèmes, axer vers des solutions, l'action si on est en crise et également référer si on sent qu'on a atteint nos limites personnelles et surtout nos compétences. Ça m'amène aussi à vous parler. Et là, je prends un risque avec vous autres dans le cadre de ce webinaire-là. Je m'amène à vous parler d'un autre concept qui est complémentaire à la bienveillance.
c'est aussi souvent considéré comme péjoratif, comme une faiblesse. Alors que pour moi, c'est la clé du succès. Et là, je vous parle de l'humilité. Pour moi, l'humilité, c'est vraiment la clé du succès en intervention. J'en ai parlé qu'une fois, je disais je me lance parce que j'en ai parlé qu'une seule fois du concept de l'humilité dans l'intervention. Et vous en ferez bien ce que vous voulez, mais je pense que c'est un bel outil. J'avais le goût vraiment de le partager avec vous. L'humilité, pour moi, c'est un bel exemple de maturité d'intervenant. Avec l'expérience, on apprend qu'on ne sait pas tout, qu'on peut toujours apprendre. Moi, j'arrête pas. J'ai commencé à faire j'arrête pas de mettre du nouveau matériel. J'ai commencé à faire la formation, j'ai commencé à faire le webinaire. Là, genre, faudrait que je parle de ça, faudrait que j'amène ça, faudrait que je dise ça. Je suis toujours en train de remettre d'autres choses. Et là, à un moment donné, je me dis, écoute, il faut que j'enregistre. Hein? Il faut que je livre aussi. Il faut que je le partage, ce que je fais là. Fait que j'en parlerai si j'ai d'autres choses dans la troisième puis dans la quatrième capsule. Mais, pardon, c'est pour moi quelque chose d'important. L'humilité, c'est le contraire de l'arrogance. Okay? L'humilité, c'est ce qui nous permet de traiter l'autre avec douceur et avec respect. Puis quand on induit ça chez nos gens, ça nous revient également. Lorsqu'on perd notre humilité en intervention, on perd de vue nos clients. On cesse d'écouter, on est davantage se préparer à répondre. Puis, on devient autoritaire plutôt qu'être directif dans notre façon d'accompagner les gens. L'humilité, je suis convaincu que c'est quelque chose que vous faites déjà. Je voulais juste en partager et que vous en preniez conscience, comment c'est un outil puissant dans une intervention de crise. L'humilité, pour moi, c'est d'accorder autant d'importance aux clients, aux familles, aux parents, qu'à soi-même comme intervenant. Les personnes humbles traitent les autres sur le même pied d'égalité. Et quand on crée et on traite les gens du même pied d'égalité que soi, ça crée un canal de communication, ça crée un lien de confiance très rapide, très fort. Ça développe la loyauté également. C'est des éléments très importants dans l'intervention de crise. Et surtout dans l'intervention téléphonique. Les personnes humbles ne se disent pas omniscients. C'est des gens ils savent, qui ne connaissent pas tout, qui veulent apprendre et à qui on peut apprendre des choses. Et comme intervenant, on doit apprendre de nos clients. C'est le client qui a le savoir de son énergie. C'est le client qui a le savoir de sa situation. C'est le client qui a le savoir de ses compétences. C'est tout le principe de l'autodétermination qu'il y a derrière, hein, vous le voyez bien. Alors, je veux juste rapidement faire, par contre, une distinction parce qu'il y en a une à faire pour moi, c'est entre l'humilité et l'humiliation. Alors, l'humilité, je vais le reprendre plutôt autrement. OK, on va faire ça. Ouais. Je vais le prendre en fonction de la personne. Okay. Alors, la personne humiliée, elle se sent faible, affranchie, dépendante. Et vous avez certainement pu le constater quand on vous parlait, entre autres, de violence conjugale et dans des contextes de violence conjugale.
Une personne humble, c'est quelqu'un qui se sent fort, c'est quelqu'un qui est capable d'aider les autres. Une personne humiliée, ça se sent inutile et souvent sans espoir, alors que c'est tout le contraire. Chez la personne humble, elle se sent utile et elle est pleine d'espoir. Une personne humiliée se sent aussi impuissante, indigne, alors que la personne humble a vraiment le sentiment qu'elle peut aider, qu'elle peut changer les choses ou aider à changer les choses, plutôt. L'humiliation, c'est la déroute, la décontenance, la destruction, alors que l'humilité, c'est un guide, ça construit. L'humiliation, c'est une tragédie qu'on subit, alors que l'humilité, c'est plus un choix d'attitude. Alors, je vous dis, je vous parle de tout ça. Pour moi, on doit avoir l'humilité comme intervenant, que l'on ne connaît pas tout. Et ce, même si ça fait 12 fois que notre client nous rappelle, il y a encore, à la 12e fois, quelque chose à nous apprendre. C'est à nous de se montrer ouverts et réceptifs. L'humilité, c'est également d'admettre ses erreurs. Et là encore, c'est bien personnel, mais je considère que c'est une des seules façons de s'améliorer. Si je reconnais là où j'ai des difficultés, ben, je peux nécessairement améliorer. Si je peux déterminer où j'ai du pouvoir et où j'ai le goût, hein, l'autodétermination. Et l'autre chose qui est bien importante, c'est dans l'humilité, c'est cette capacité de s'entourer de gens plus compétents ou du moins aussi compétents que soi. Cette humilité-là, d'aller chercher du soutien et une complémentarité. Pour moi, c'est vraiment un exemple d'humilité et non d'humiliation. Et je vais faire un parallèle avec vous. La démarche d'appeler les parents, la mère de famille, le père de famille qui nous appelle, il vient chercher quoi? Il vient chercher une compétence, il vient de s'entourer de gens compétents. Pour moi, c'est aussi là un très bel exemple d'humilité et non d'humiliation. Ça mérite considération et respect. D'autant plus que souvent leur situation de désorganisation complexifie beaucoup leur démarche de demande d'aide. Et je dirais, en terminant mon petit point sur l'humilité, en disant que faites attention, le jour où vous commencerez à être fier de votre humilité, vous commencerez à la perdre. Alors, voilà, on continue hein, avec les attitudes, et voilà, les attitudes et les comportements souhaitables. Alors, on va partager ça. Je vais faire le point avec vous. J'en ai une dizaine. On va préciser donc ces attitudes-là. C'est aussi en lien avec tout ce qu'on vient de jaser jusqu'à date, discuter, échanger. Et voilà. Donc, technique 1. La capacité à cibler des actions rapidement. Hein? Alors, donc, c'est important, quand on intervient dans les habiletés, les attitudes souhaitables, d'être capable de rapidement cibler le motif de l'appel et de l'analyser, de le catégoriser. Est-ce que c'est une situation de crise ou une situation d'urgence? Alors, est-ce que c'est une crise qui est plus en lien avec un individu, une personne seulement, ou c'est toute la famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent?
et qu'est-ce qu'on peut rapidement mettre en place dans ce contexte-là. Et si jamais on est dans l'impasse, dans notre questionnement, notre analyse, une des questions qu'un collègue, moi, Jean-Pierre, utilise très souvent, c'est que il pose la question, dans cette situation, si il y avait une chose que je pourrais faire, ça serait quoi cette chose-là? Une seule chose. Et, et souvent, on hésite à poser cette question-là parce qu'on a l'impression qu'ils vont nous amener dans des projets complètement catastrophiques, genre, ben, donne-moi 50 000 pour 4 semaines de vacances. Mais non, les gens vont cibler des actions euh, relativement petites qui vont apaiser beaucoup. Il faut faire confiance, okay, à nos clients. Deuxième point rapide, de valoriser la démarche d'aide. Vous vous souvenez quand on a fait le bloc noir au début, hein, dans quel état d'âme vous étiez, dans quel état d'âme nos clients sont, dans cette inquiétude-là. Donc, de leur rappeler, de leur valider la démarche. Vous avez bien fait, vous êtes à la bonne place, on va faire un bout de chemin ensemble. Euh, donc, ça fait partie des éléments. L'écoute, de passer certainement très mettre dans l'ordre d'écouter, de reformuler, de reprendre dans vos mots, de refléter les émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, et de s'assurer, de démontrer que vous comprenez ou essayez de comprendre cette situation-là. Donc, vous devez écouter pour comprendre et pas juste faire liquider l'émotion. Ça, c'est important. L'authenticité, l'empathie. Moi, l'empathie, bien écoutez, je pense qu'on en parle de long en large. Je vais être plutôt rapide sur celle-là, mais je peux parler d'authenticité. L'authenticité, pour moi, c'est d'être vrai. Être vrai, ça veut dire de se montrer disponible, mais aussi de montrer ses limites dans ses interventions. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où notre rôle commence et finit, quand est-ce qu'on passe la POC à quelqu'un d'autre et pourquoi qu'on le fait. Il faut vraiment être authentique et intègre. Les gens qui sont en crise ont comme des ondes épouvantables, sensibles à toutes ces choses-là. Donc, soyez authentiques. Se limiter à recevoir et à investiguer dans le seul et unique but d'apprendre de l'autre. C'est vraiment dans ça. Elle va nous faire part de sa problématique. Donc, elle va nous faire part de ses difficultés. Et nous, on va investiguer dans le seul but d'apprendre pour être capable après ça de donner. Et je vous dirais que c'est très anxiogène comme intervenant de se limiter à recevoir et comme ça et investiguer parce qu'on ne sait pas vers où ils vont nous emmener, ils vont nous mener. Et veux pas, puis là, je vous parle vraiment personnellement parce que c'est fréquent d'écouter quelqu'un puis de me faire dire, ben là, merde, où c'est que je vais aller? Comment ça va finir cette histoire-là? Puis finalement, à force de l'écouter, de reprendre, de m'assurer de comprendre, je trouve des orientations vers quelques solutions. Alors, il faut passer ce petit pont-là, puis je vous dis que c'est pas toujours facile. Ben, c'est rarement facile. C'est toujours très fébrile à l'intérieur. C'est aussi le côté agréable de l'intervention de crise. Oui, la capacité d'aborder directement la problématique. Alors, tantôt, je parlais des émotions, tu sais, de nommer l'émotion, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, hein, c'est des émotions liées beaucoup dans le domaine de la crise. Il ne faut pas avoir peur des nommer, il ne faut pas avoir peur de se tromper. La personne, faites confiance à la personne, elle va vous ramener sur son émotion. Mais c'est aussi, dans le cas de problématiques de violence conjugale, par exemple, ou de violence à autrui, comme des pensées suicidaires, euh, des pensées, des projets d'homicide également. Il faut être capable de nommer des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu. Alors, donc,
il faut nommer. Ça ne veut pas dire qu'on va aller intervenir là-dedans, parce qu'on n'est pas des spécialistes. Hein? On a dit qu'on était bon dans tout et spécialiste dans rien, mais il faut être capable de le nommer pour après ça orienter la personne vers la bonne ressource. L'utilisation du jugement clinique. On s'est donné des belles procédures depuis le début. Ça va bien, étape 1, étape 2, étape 3. Il reste qu'il y a toujours une question d'intuition. Il y a toujours un paquet d'éléments que vous allez tenir compte qui ne feront pas partie d'une cueillette systématique d'informations. Et des fois, vous allez vous questionner sur l'orientation de certaines interventions. Et faites confiance aussi à votre jugement clinique. Je prends un exemple qui me vient en tête. On a une famille, la mère découvre que son jeune consomme et là, c'est le drame épouvantable dans la famille. Le père, c'est un homme autoritaire, très strict et parfois pour être violent, au moins psychologiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de consommation qui surgit tout à fait et qui perturbe tout le monde? Et là, on sait bien que c'est illégal de consommer, on sait bien qu'il n'y a pas d'affaires à consommer, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Si on déclare cette consommation-là dans la famille, on met à risque la santé psychologique et peut-être même physique de l'enfant. Donc, c'est ça, des tiraillements où le jugement clinique est très important, puis il doit avoir préséance sur la situation et vous devriez être toujours capable de justifier, non pas émotionnellement, parce que là, on sera dans la compassion, on sera dans la sympathie, mais bien professionnellement avec des critères en fonction de vos valeurs organisationnelles, de votre mission, de votre mandat, de vos objectifs d'intervention, tout ce que vous faites. Alors, on continue, il m'en reste quelques-unes auxquelles je veux faire l'ouverture à l'autre. Puis-je en faire tout simplement souligner que c'est très important puis que c'est une valeur que vous prônez dans vos établissements, donc vous êtes sur la bonne route hein, avec ça. L'utilisation des stratégies orientées toujours vers des solutions. On ne cherche pas à trouver la cause, OK? Alors, la cause, là, c'est pas notre... Nous, on cherche à faire le constat puis on oriente vers des solutions, OK? On cherche à sortir. C'est ce qui va créer de l'espoir. Ensuite de ça, la directivité selon le niveau d'urgence. Alors, là aussi, plus l'urgence est élevée, plus le danger est élevé, plus on va être directif. Okay? Alors, si j'ai quelqu'un devant moi qui manifeste des idéations suicidaires et assez intenses, je ne serai pas dans est-ce que ça vous tenterait peut-être d'appeler ou que j'appelle ou qu'on fasse une démarche. Hein? Non, c'est regardez, ce que je vais faire présentement, rester en ligne avec moi. Je vais faire une démarche auprès du centre de prévention où je vais vous demander d'appeler et je vais vous demander de me rappeler après. Sinon, moi, je vais vous rappeler, peu importe les ententes que vous avez dans vos organismes, de quelle façon. Mais là, on laisse plus, on est directif. Directif, ça ne veut pas dire autoritaire. Hein? Directif, il y a le mot dire. Donc, je dis à la personne ce que je fais et en même temps, je lui demande, elle aussi, de faire des actions parce qu'on dit qu'on a toujours prôné que les gens devaient être actifs dans leurs solutions. Et de rien faire dans le cadre d'un projet de suicide ou autre, de ne pas poser geste, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une action. Là. De rien faire est déjà une action. C'est quelque chose à penser. Il faut miser sur les forces de l'individu, sur ses capacités, c'est de croire. Hein, on transmet à cette personne-là qu'on croit en elle. Faire visualiser le succès, c'est une approche positive, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Je tiens aussi à dire que c'est une attitude qui est favorable en intervention de crise. Alors, on va tout simplement prendre le temps avec notre client de lui dire, écoutez, imagine
Imagine si on met en place cette routine-là. Qu'est-ce que ça va donner dans la maison? Mmh. Ah ben, on va avoir moins de tension, on va faire, avoir plus de plaisir entre nous, les couchers, on va être moins fatigué, moi, je vais être moins épuisé. Bon, bref, il y a plein d'avantages. Donc, ça n'arrivera pas tout seul. Voici les efforts qu'on doit mettre de l'avant. Alors, en faisant visualiser les succès, les efforts qu'on met, on est capable de mettre un peu plus d'énergie que de les voir comme un obstacle à la réalisation. Qu'est-ce qui me reste? L'absence de jugement de valeur. Alors, ça va bien quand euh, nos valeurs sont pas trop confrontées, mais il va certainement arriver que certaines façons d'éduquer, euh, certaines permissions autres viennent nous jouer. L'historique de vie de certaines personnes peut également venir nous jouer dedans, en sachant peut-être qu'il y a une historique criminel ou autre. Alors, des fois, pour certaines personnes, ça ne causera pas de problème. Pour d'autres, ça risque d'en causer. La seule chose que je vous dis, c'est que c'est pas une est correcte, l'autre n'est pas correcte. L'autre, c'est prenez-en conscience. Et si ça nuit à votre intervention, passez à la POC. OK? L'élément important, capital en intervention de crise, c'est de rester dans le ici et maintenant. Hein? Dans la littérature, on parle de here and now. Et c'est beaucoup, beaucoup un principe à ne pas déroger. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a une partie de clientèle qui vont vivre des situations ponctuelles de crise, mais j'ai une clientèle aussi qui risque d'être dans des situations de crise récurrentes, derrière laquelle se cache une problématique de santé mentale, par exemple. Alors, ce n'est pas dans notre mandat d'aller fouiller dans ces fragilités-là, ces vulnérabilités de cette personne-là. Par contre, nous, quand on reçoit l'appel, ce n'est pas écrit sur l'afficheur qu'il y a tel problème derrière. Alors, donc, pour éviter d'embarquer dans les détresses profondes de nos gens, on va simplement rester dans l'élément, centré sur l'élément déclencheur, ce pourquoi ils nous ont appelés aujourd'hui. On va trouver des solutions, mettre en place des solutions par rapport à ce qui nous a appelé. Bon, j'ai un petit pit à la maison, il n'arrête pas, il frappe tout le monde, il ramasse pas ses affaires, j'en ai plein mes bottes. Et alors donc, voici la situation, l'élément déclencheur. On traite cela. Ça va apaiser. Et souvent, la personne va voir la fin de l'appel arriver. Et quand la fin de l'appel arrive, l'anxiété monte. Alors, pour éviter de raccrocher, il va dire, ben, il va se trouver d'autres sources de stress. Alors, il peut aller chercher des sources de stress qui sont très problématiques. Okay? Et que là, si on embarque dans ces sources de stress-là, on risque de désorganiser davantage la personne au téléphone avec nous. Donc, on va reconnaître à cette personne-là que ces sources de stress-là peuvent être difficiles pour elle, mais on va la ramener sur le départ, sur la raison pour laquelle elle nous a appelés. On va lui faire réaliser qu'on a mis en place des actions, puis qu'on va se reparler, puis qu'on va faire un suivi peut-être sur ces actions-là. Mais si entre-temps, OK, ce dont elle vient de nous parler, par exemple, que la, la violence de son père quand elle était plus jeune elle refait surface, puis là, le sentiment d'en parler, ben, de lui dire, écoute, je comprends que c'est difficile pour toi. Pour l'instant, tu m'as appelé parce que Jérôme avait de la difficulté à la maison. On va mettre ça en place. Ça va t'en faire beaucoup. Et si jamais la situation de ton père devient aussi envahissante que tu me le dis dans les prochains jours, ben, je t'invite à me rappeler. Okay? Alors voilà une façon de recadrer et d'éviter d'embarquer dans, dans une vulnérabilité qu'on ne pourra peut-être pas arrêter et qui risque aussi d'avoir des conséquences très négatives chez nos gens. Alors, en parlant des comportements nuisibles ou à éviter, bien sûr, interrompre nos gens, mais encore là, interrompre nos gens, il faut le faire à un moment donné. Si au début de l'appel, tout ce qui sort, c'est ça parle, ça parle, ça parle, ou même ça pleure, puis je ne peux pas placer un mot. Alors, donc, on a vu que
dans nos stratégies d'écoute, il y avait des façons de le faire. Alors, l'écoute active, la reformulation, bien, n'oubliez pas une chose, que tu pleures, que tu cries, que tu parles, nécessairement, à un moment donné, il va falloir que tu reprennes ta respiration. Donc, au moment où notre interlocuteur, notre client, notre parent au bout du fil reprend sa respiration, ça fait là, c'est le temps. OK? On reprend dans nos mains, on reformule. Là, ce que vous m'avez dit, telle chose. Et là, voici. Si je comprends bien, puis on va recadrer son discours sur un élément pour qu'on reprenne le contrôle de l'appel. Alors, dans ce cas-là, on va interrompre nos gens. Poser des questions qui ne sont pas liées à la situation actuelle. Donc, encore, ça fait référence un petit peu à ce que je disais auparavant, d'aller fouiller dans des vulnérabilités antérieures. Ce n'est pas notre mandat et on n'a pas les compétences pour le faire. Parler au lieu d'écouter. Est-ce que j'ai besoin de donner des exemples sur ces éléments-là? Donner des conseils. Nous, on va partir de notre personne, on va regarder des stratégies, puis on va regarder avec elle, dans un principe d'autodétermination, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut mettre en place, comment on va le faire. Donc, on n'a pas de conseils à donner comme tel. On est qui, nous, pour donner des conseils? Donner un réconfort qui sonne faux. OK, on n'a pas le goût d'intervenir, on n'a pas le goût, cette personne-là ne revient pas. Et faites-vous-en pas. Je l'ai dit tantôt, ces gens-là ont des antennes et vont le sentir. Dernière chose à éviter, parler de vous, parler de votre vie privée, parler de vos problèmes, comparer votre situation à la sienne. Alors, moi, j'ai déjà vécu telle affaire, puis je m'en suis sorti de telle manière. Alors, la meilleure réponse que vous allez vous faire, c'est « Ouais, mais tu comprends rien. » Puis elle aura raison. Quelques petites stratégies rapides qu'on a vues, mais que je tiens à rappeler. Les questions ouvertes. Les questions ouvertes permettent d'entamer un dialogue. Donc, souvenez-vous, racontez-moi comment tu vas, comment vas-tu, dépendant comment on s'installe. Décris-moi un peu comment ça s'est passé, raconte-moi. Donc, on donne beaucoup de pouvoir. Ça permet d'entamer le dialogue. Ça évite aussi à nous de poser continuellement des questions. Et ça favorise l'accès à beaucoup, beaucoup d'informations qui, plus tard, va falloir restructurer. Les questions fermées, c'est des questions qui obligent des réponses précises. Alors là, raconte-moi comment ça s'est passé, mais combien de fois que c'est arrivé? Okay? Alors, c'est utile parce que quand des fois ils partent dans leur flot d'émotions, eh bien, de reprendre l'élément au niveau de contrôler la discussion, mais c'est une belle façon de reprendre le contrôle avec des questions sur c'est quoi la fréquence, combien de fois c'est arrivé, alors, vous évalueriez ça à combien, bon. Alors, les questions fermées. Il reste 2 types de questions que je veux aborder avec vous. Alors, l'autre question, c'est les fameuses questions alternatives que vous connaissez sûrement. C'est donc de laisser le choix à la personne de faire une action, soit une, soit l'autre, mais de faire une action qui m'intéresse, avec laquelle je suis d'accord. OK? Alors, vous allez faire quoi, par exemple? OK? Vous allez travailler sur la routine ou sur la gestion des émotions? Moi, je trouve que les deux doivent être faits, mais je veux absolument qu'elle travaille sur un ou sur l'autre. Donc, je ne laisse pas le choix. En même temps, je laisse le choix. Et j'ai une belle anecdote rapidement avec ça. J'avais reçu un parent en consultation à un moment donné et on avait parlé de cette stratégie-là et c'était une révélation pour elle. Alors, toute fière de ça, elle avait mis fin un peu abruptement à la rencontre pour pouvoir aller appliquer ça. Et son enfant était venu avec elle, mais était resté dans l'aire de jeu sur surveillance pendant que moi, je rencontrais la mère. Et quand on est ressorti, elle a appelé son enfant pour qu'il quitte et l'enfant commençait à chigner. Ouais, ça me tente pas, on va continuer à jouer. Puis, fort de cette stratégie-là, la mère elle a dit écoute, je te laisse 2 choix. Ou tu restes ou on s'en va.
là, j'ai voulu que je refasse un peu de coaching parce qu'on avait compris, vous comprendrez également, que c'était peut-être pas la stratégie idéale. Alors, le non-choix, le jeune a décidé qu'il restait là. Donc, on a repris ça avec la notion de temps. Alors, 2 minutes ou 5 minutes? Il faut choisir 5 minutes, puis après ça, on est parti. L'autre point qui est parfois utile à maîtriser, ce sont des questions orientées. Les questions orientées, ce sont des questions qui vont amener la personne à répondre. Il faut faire attention. C'est un outil extrêmement pernicieux parce que des fois, les gens vont nous répondre ce qu'on veut entendre, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent une décision. Ils n'arrivent pas à se décider. Fait que là, on va prendre cette stratégie-là pour les amener, OK, à prendre une décision. Alors, là, je sais que ce qu'elles souhaitent, c'est peut-être de séparer les enfants, OK, puis de faire 2 périodes de jeu. Mais n'arrivent pas à prendre position. Fait que je vais reprendre ça en disant, ben, vous ne trouvez pas que ça serait une bonne idée si on faisait 2 périodes de jeu? Oui? OK, parfait, là, on part. Alors, c'est ça la question des questions orientées. Je fais une mise en garde importante sur les fameuses questions orientées. Parce que avec les questions orientées, c'est facile pour nous de projeter ces craintes d'intervenants et on va venir détruire toute la relation de confiance qu'on est venu établir avec les gens. Donc, quand je parle de questions orientées qui projettent nos craintes, je vais vous donner un exemple. Vous n'iriez pas jusqu'à frapper votre enfant, hein? Vous ne pensez pas en me disant ça à vous suicider? Ou, alors, moi, quand je pose ces questions-là, c'est comme, regarde, moi, comme intervenant, là, je veux surtout pas que tu me dises qu'est-ce qu'il y en est. Alors, tout ce que vous allez avoir créé, bien, vous allez l'avoir, bien sûr, annulé. Alors, qu'est-ce que oh oui, c'est vrai. L'autre question terriblement difficile à contrôler. On ne fait pas de pourquoi en intervention de crise. Pourquoi? Bonne question. En fait, on ne pose pas de pourquoi parce que ça suscite les pourquoi ça suscite. Tu sais, quand faites juste penser, là. OK? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Déjà, on se sent jugé, déjà, on se sent braqué, déjà, on culpabilise, on ne sait même pas ce qui s'en vient après le pourquoi. OK? Alors, soyez créative, hein, dans votre façon de poser la question et allez-y avec une question ouverte pour aller chercher ce contenu-là. Alors, au lieu de dire pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant, ben, on pourrait poser la question en disant racontez-moi un peu ou expliquez-moi ce qui s'est passé qui fait que vous avez appelé juste mercredi. OK? Alors que vous pourriez avoir appelé lundi, par exemple. Donc, expliquez-moi, racontez-moi, encore là, des questions ouvertes et ça va ouvrir sur ce volet. Le temps file, les éléments du bloc 2 achèvent. Il me reste un point à regarder avec vous. Et si je prenais, voilà. Donc, on fait un rappel. Pas un rappel de contenu, juste un rappel de savoir de choses, des fois qui peuvent nous amener à prendre conscience dans notre intervention. Il y a le parent et le client d'un côté et l'intervenante de l'autre. L'intervenante a son histoire de vie. L'intervenante a son expérience ou ses expériences, je dirais. Elle a sa gestion émotionnelle. Elle a sa santé mentale. Elle a son environnement, ses contraintes. Elle a sa perception de la situation. Oh non, 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 faudrait pas, hein? Une intervenante, là, ça n'a pas de préjugés, OK? En tout cas, probablement pas vous autres. Il y en a sûrement, là, c'est pour ça que je l'ai mis là,
mais vous autres, vous n'avez sûrement pas. Elle a ses outils. Elle a sa façon de faire. Le parent, lui, il a son histoire de vie, hein? Il a ses expériences, il a sa gestion émotionnelle, il a sa santé mentale, il a son environnement, il a sa perception, il a ses préjugés, il a ses outils. Il a aussi sa façon de faire, qui mérite respect, qui mérite qu'on accompagne, qu'on guide. Soyez à l'écoute de vous si vous vous sentez un peu triste. Il y a de fortes chances que votre parent se sente triste. Si vous vous êtes sentez en colère, probablement que votre client, votre parent se sent aussi de cette façon-là. Allez fouiner, allez fouiller, hein, ce qui fait émerger chez vous ces émotions-là et essayez d'y répondre. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'informations, il y a des chances que votre parent trouve que lui aussi, il n'y a pas assez d'informations. Alors, cette technique de miroir-là nous permet également de dénouer souvent notre relation avec nos clients. Alors, sur ce, écoutez, ça termine le deuxième bloc. Et le troisième qui s'en vient et que j'ai bien hâte de voir avec vous, alors ça va parler de stress. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là, de m'écouter. Vous êtes bien gentils. J'espère que vous allez sortir des outils pour vous, que ça va vous réconforter, vous rassurer. Et on se donne un petit prochain coucou par rapport à notre intervention téléphonique en situation de crise. Ah, voilà, il me manquait ma petite musique pour vous dire un petit ciao, bye bye.